Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. L'ONU s'apprête à voter des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée en réponse aux essais nucléaires du mois de janvier. La crise des migrants s'aggrave en Europe. Les réfugiés sont toujours de plus en plus nombreux et la Grèce est au bord de la crise humanitaire. En Afrique du Sud, une famille de réfugiés syriens tente de reconstruire sa vie en ouvrant un restaurant à Johannesburg. En Chine, les indices évaluant l'activité manufacturière et les services sont tous les deux en baisse en février. On espère évidemment un rebond. Enfin, les pêcheurs du lac Victoria n'auront peut-être bientôt plus rien à se mettre sous la dent en raison de la pêche intensive dans la région. À la une de l'actualité, les tensions en péninsule coréenne. Suite au 4e essai nucléaire de la République populaire démocratique de Corée au mois de janvier dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU va voter ce mercredi une résolution comportant des sanctions à l'égard de Pyongyang. En réponse aux essais nucléaires réalisés par la RPDC en 2009 et 2013, le Conseil avait déjà adopté 3 résolutions visant à renforcer les différentes sanctions précédemment imposées, qui comprennent un embargo sur les armes, un embargo lié aux missiles balistiques et nucléaires et l'interdiction d'exporter des produits de luxe. L'ONU affirme que plus de 131 000 migrants et réfugiés sont arrivés en Europe via la mer Méditerranée cette année. C'est plus que le total arrivé les 5 premiers mois de 2015. La plupart arrivent d'abord en Grèce. Les pays européens comme la Macédoine voisine ont mis en place des quotas d'entrée sur le nombre de réfugiés en fonction de leur nationalité autorisée à rentrer sur leur territoire. Et la Grèce est au bord de la crise humanitaire. L'ONU estime à 24 000 le nombre de réfugiés en Grèce qui n'ont toujours pas de logement. Les États membres de l'UE ont accepté l'an dernier de prendre une part d'entre eux pour alléger les fardeaux grecs et italiens, mais peu de relocalisations ont effectivement eu lieu. Le président du Conseil de l'Union européenne, Donald Tusk, a déclaré que les membres de l'UE devaient appliquer pleinement le code frontière de Schengen et rétablir le contrôle efficace de la frontière extérieure de l'UE en Grèce. Je sais que le rétablissement des contrôles efficaces aux frontières n'est pas une décision facile, mais la vérité c'est qu'il n'y a pas d'alternative. Je ne peux seulement espérer que cette difficile vérité a enfin été comprise par tous en Europe. Donald Tusk s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe à Vienne avec le chancelier autrichien Werner Faymann, alors que les tensions sont vives à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. L'Autriche, qui est membre de l'espace Schengen, zone où l'on peut circuler sans passeport, a été très critiquée par les autres nations européennes pour avoir fixé une limite au nombre des demandeurs d'asile. Pendant ce temps, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que le sommet de l'UE sur la crise des réfugiés lundi prochain était urgent. Elle a ajouté que l'Europe devait rétablir le système Schengen d'ouverture des frontières. Nous passons maintenant aux actualités chinoises et nous commençons avec un sujet économique. En Chine, les indices évaluant l'activité manufacturière et celle des services ont tous les deux baissé au mois de février. Les variations saisonnières sont pointées du doigt et les analystes s'attendent à un rebond des indicateurs au cours du mois de mars. En février, l'indice des directeurs d'achat a atteint 49. Ce résultat, bien inférieur à celui de janvier qui était de 49,4, indique une contraction de la confiance des directeurs d'achat. Le déclin du secteur manufacturier est principalement dû à des facteurs saisonniers. La production a été arrêtée pendant le nouvel an lunaire et les ouvriers sont retournés dans leur foyer pendant les vacances. La production et nouvelles commandes ont toutes deux décliné en février. Cependant, l'indice des prix d'achat des matières premières a rebondi et quelques entreprises seulement font état d'un manque de capitaux. D'après certains analystes, les données du mois de mars devraient être plus favorables. En mettant à l'écart les éléments de février, négatifs à court terme, on peut s'attendre à une reprise et à une meilleure stabilité du secteur manufacturier.
D'autres données révélées mardi indiquent que l'indice des directeurs d'achat des services a chuté à 52,7 en février. Bien qu'il se situait à 53,5 en janvier, le résultat correspond toujours à une expansion. D'après les données, la consommation et les loisirs ont certes tiré leur épingle du jeu avec les vacances du Nouvel An chinois, mais cette croissance a été ombragée par un déclin du secteur du bâtiment et de la vente en gros. Économie toujours, la décision de la Banque populaire de Chine de réduire son taux de réserve exigé était attendue et devrait créer un environnement favorable aux réformes liées à l'offre. Les experts estiment que cette baisse du taux de réserve exigé permettra de libérer environ 700 milliards de yuan dans le marché. Ils ajoutent que cela fournira davantage de liquidités et accélérera l'inventaire du secteur immobilier. Le marché a anticipé cette réduction depuis longtemps. Il soutiendra la croissance économique du premier trimestre et le déstockage immobilier s'en trouvera accéléré. Cela permettra également de renforcer la confiance sur le marché des capitaux. Le taux de change du yuan a été relativement stable dernièrement. Certains analystes indiquent que cela a été une bonne période pour permettre à la Banque centrale de réduire son taux de réserve exigé. Au cours des dernières semaines, nous avons vu une certaine stabilité de la devise chinoise, le renminbi. Certains pensent que ce peut être une fenêtre pour soutenir la croissance et remplir un certain fossé après la réduction décidée par la Banque centrale. Et certains commerces obtiendront davantage de capitaux après la réduction, mais d'autres avancent que la Banque centrale devrait donner davantage de conseils pour garantir que la liquidité n'ira pas à des entreprises ayant des dettes élevées ou des surcapacités. Santé à présent, la province du Guangdong a annoncé un nouveau cas d'infection au virus Zika, portant le nombre total de personnes infectées sur la partie continentale du pays à 8. Les autorités sanitaires ont déclaré que l'homme de 23 ans avait été admis à l'hôpital après avoir eu des rougeurs vendredi, une semaine après son retour du Venezuela. Il a été testé positif au virus Zika et a reçu un traitement. Les autorités locales de la santé ont exhorté la population à demeurer vigilante. Une épidémie pourrait survenir dans certaines régions si les conditions climatiques chaudes amènent davantage de moustiques. À l'approche des sessions annuelles de l'APN et de la CCPPC, monsieur l'ambassadeur de la République du Congo en Chine a rencontré notre journaliste Xie Changjiang pour exprimer son point de vue face à cet événement majeur de la vie politique chinoise. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Vous assisterez à la session annuelle de la CCPPC et de l'APN en tant qu'observateur étranger. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus ? C'est avec beaucoup d'intérêt que je participe à ces réunions, notamment quand l'occasion nous est donnée à nous tous qui sommes invités de prendre connaissance du rapport d'activité de ces deux organes et surtout du rapport d'activité que présente le gouvernement à l'Assemblée populaire nationale. Je pense que la CCPPC et l'APN permettent aux ambassadeurs étrangers comme vous de mieux comprendre la politique intérieure et internationale de la Chine. Pensez-vous que la Chine et la République du Congo puissent s'inspirer mutuellement de leur voie de développement et de la gouvernance du pays? C'est peut-être aussi l'objet de l'établissement des relations diplomatiques qui a eu lieu entre les deux pays depuis longtemps et on peut dire aujourd'hui le fort haut niveau de coopération qui caractérise les relations entre la Chine et le Congo. Depuis sa prise de fonction, le président Xi Jinping tient sa promesse d'approfondir les réformes pour garantir un meilleur développement au pays. Quelles sont vos remarques sur sa gouvernance? Je pense qu'il a su tenir compte de la situation de la Chine d'aujourd'hui et aussi du passé récent de la Chine qui était fait d'une très forte croissance. Et naturellement, s'il s'arrête, comme on dit, essaie de dormir sur les lauriers, ce ne serait pas évident pour la Chine de tenir les défis qui s'opposent à elle aujourd'hui. Il fallait absolument approfondir cette politique d'ouverture et de réforme et c'est ce que le président Xi Jinping fait si habilement. Cette année, nous célébrons le 60e anniversaire des relations sino-africaines. Selon vous, quelles sont les caractéristiques de cette amitié si unique et comment la Chine et les pays africains doivent-ils coopérer dans l'avenir? Effectivement, quand vous parlez de relations sino-africaines,
Je pense que c'est la référence qui est faite à l'année à laquelle la Chine a établi les relations diplomatiques avec un premier pays africain, je crois que c'était l'Égypte, en 1956. C'est un peu le pays qui a ouvert la voie à tous les autres. Vous noterez qu'à cette époque, il n'y avait pas encore beaucoup de pays africains indépendants. Et l'Égypte était déjà parmi ceux-là, a ouvert la voie donc aux autres pays qui ont suivi, surtout dans les années 60. C'est un grand événement qui a d'ailleurs été déjà salué en 2006, quand s'était tenu le premier sommet du Forum Chine-Afrique, qui normalement, comme vous le savez, se tient au niveau ministériel. Mais pour saluer cet événement, déjà, en 2006, les deux parties avaient convenu de tenir tout un sommet ici en Chine. C'est une référence très importante et aujourd'hui, je pense que beaucoup de pays africains ont suivi la voie de l'Égypte et la Chine a pratiquement des relations diplomatiques avec la quasi-totalité des pays africains et ça se passe très bien. Vous avez la preuve avec ce qui s'est passé dernièrement en Afrique du Sud, au sommet de Johannesburg. Les talents étrangers auront dans la capitale chinoise davantage de facilité pour travailler et vivre. Depuis le 1er mars, les démarches pour obtenir une carte verte sont simplifiées à Beijing. Les autorités vont accélérer le processus d'approbation des permis de résidence pour les étrangers. La nouvelle politique s'applique aux personnes qui souhaitent se lancer dans les affaires dans la Silicon Valley de la Chine, Zhongguancun, ou à tous les experts technologiques enregistrés dans ce quartier pékinois. Sont aussi concernés les Chinois de l'étranger qui pourront avoir un accès facilité à la carte verte. Beijing suit l'exemple de Shanghai qui avait lancé l'an dernier des mesures semblables. Le gouvernement central a également dévoilé de nouvelles mesures pour améliorer les services aux étrangers résidant en Chine. De nouvelles règles vont rationaliser la demande des étrangers pour une résidence permanente. Pour comprendre l'importance de la résidence permanente ou carte verte pour un étranger en Chine, nous avons interrogé un spécialiste du climat, John Moore, qui en a acquise une lui-même il y a 5 ans. Il n'est pas facile de trouver un étranger muni d'une carte verte, même dans la capitale Beijing. John Moore en est l'un des heureux détenteurs. L'expert climatique britannique, âgé de 54 ans, a été choisi en 2010 par le programme chinois 1000 talents, une initiative qui a attiré en Chine certains des talents les plus prometteurs dans divers domaines. On lui a accordé la résidence permanente 1 an plus tard. Monsieur Moore dit que le plus grand changement pour lui après son obtention de la carte verte était au passage de la frontière. Il y a 2 jours, lorsque je suis revenu de Finlande, il y avait une longue queue au poste de contrôle des passeports pour les étrangers. J'ai donc demandé à l'un des responsables là-bas, puis-je passer par le poste pour les Chinois? Et il m'a répondu, oui, bien sûr. Après que je lui ai montré ma carte de résidence permanente. Donc je suis passé en 1 minute, plutôt que d'attendre une demi-heure. Avec une propriété et 20 ans de sa vie passée en Finlande, M. Moore a pris la décision de venir en Chine en 2009. Il dit que la Chine peut offrir à un scientifique comme lui des opportunités et des ressources que la Finlande ne peut pas offrir. L'atmosphère en Chine est beaucoup plus à gratifier les réussites. Si vous êtes très bon, si vous pouvez prouver que vous êtes bon dans ce que vous faites, alors vous recevrez naturellement des ressources. M. Moore dit qu'à présent, il profite de la vie à Beijing. Il est très occupé à participer à des séminaires et à réaliser des projets scientifiques avec ses étudiants de l'Université normale de Beijing pendant la semaine. Les week-ends, il passe son temps précieux en famille et à s'adonner à ses passe-temps, les arts modernes chinois et la musique expérimentale. Et en réalisant l'impact de son permis de résidence, il espère que davantage de talents assidus internationaux pourront bénéficier de la même chance que lui. Donc, s'ils peuvent avoir une vie plus facile ici en Chine, cela signifie qu'ils seront plus enclins à rester et qu'ils seront plus efficaces dans le genre de travail qu'ils font ici, parce qu'ils n'auront pas à s'inquiéter autant de la bureaucratie chinoise. Culture maintenant. Ces dernières semaines, le Ballet national de Chine est en représentation à New York. Plutôt que de présenter des spectacles de ballet connus, comme elle le faisait auparavant, la troupe se rend dans les universités. À cette occasion, elle explique comment elle combine des éléments traditionnels chinois à une forme artistique typiquement occidentale. En ayant recours à l'essence de l'art occidental pour y incorporer des éléments chinois tels que la musique folklorique ou encore les arts martiaux, le Ballet national de Chine rapproche les cultures.
La troupe de danse classique de renom est à Manhattan pour 11 jours d'échanges culturels. Elle est dirigée par Feng Ying, ex-danseuse étoile et artiste chinoise dont la réputation n'est plus à faire. À l'université de New York et à l'université de Columbia, la troupe dispense des cours, l'occasion pour les danseurs chinois de proposer leur version revisitée de Casse-Noisette. Nous souhaitons permettre aux étudiants de l'université de New York et à l'université de Columbia de mieux comprendre et d'apprécier le ballet chinois et comment celui-ci a grandi. Il s'agit aussi de susciter l'intérêt des plus jeunes pour la culture et les arts chinois. Organisée par l'Institut chinois de New York, cette visite est une rare chance offerte aux Américains de connaître l'histoire de la troupe nationale de danse. C'est aussi un style qui se développe pour devenir plus proche et plus personnel. Je pense que c'est extraordinaire de leur part de mêler des éléments culturels chinois de la musique chinoise et des traditions chinoises dans un ballet qui est un ballet américain. Pour celui de Casse-Noisette, ils ont un peu changé l'histoire pour présenter la culture chinoise, et c'est très intéressant. J'aime savoir qu'il peut prendre une histoire populaire et la modifier pour la rendre un peu plus intéressante. Lorsque l'on évoque les relations d'une façon générale entre la Chine et les États-Unis, on pense à des hauts et des bas. Il est tellement important de conserver des moyens de communication ouverts et d'encourager un environnement dans lequel on peut s'apprécier davantage. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui se passe en ce moment au plan politique ou militaire, mais se concentrer sur un niveau plus profond, de peuple à peuple. Les pêcheurs affirment que les stocks de poissons dans le plus grand lac d'Afrique sont si bas qu'ils craignent de ne plus pouvoir pêcher du tout dans les années qui viennent. Les petits pêcheurs du lac Victoria disent que les grandes entreprises de pêche ont créé des dizaines de milliers d'emplois ces dernières années, mais l'avenir du lac est en danger. Parfois on croirait qu'il y a de la place pour tout le monde dans le lac le plus grand d'Afrique. Et pourtant, les pêcheurs qui en dépendent disent qu'il n'a jamais été aussi bondé. Ces 20 dernières années, le lac Victoria a connu un boom des entreprises de pêche. Or, les stocks de poissons ne sont pas inépuisables. Des centaines de pêcheurs à leur compte ont déjà abandonné. Et d'autres se demandent si leurs enfants pourront leur succéder. Je ne sais pas comment l'industrie de la pêche va survivre ces 20 prochaines années. Les poissons sont de moins en moins nombreux, je me fais vieux. Je ne sais pas, il n'y aura peut-être plus de poissons du tout dans 20 ans. Il n'existe pas de solution facile ici. Les grandes sociétés de pêche font vivre une grande partie des 30 millions de personnes qui vivent autour du lac Victoria et rapportent des millions de dollars au PIB des pays riverains. Mais malgré des régulations plus restrictives, un expert dit que tout ne peut pas être surveillé. Nous avons tendance à sous-estimer. Nous n'avons pas les vrais chiffres pour dire si nous avons atteint des niveaux durables. Il y a une instabilité potentielle pour l'industrie de la pêche et c'est inquiétant pour les petits pêcheurs et les communautés qui vivent de la pêche. Les gouvernements ont déjà interdit les filets destructeurs et créé des zones de non-pêche. Mais même chez les petits pêcheurs, les prises illégales sont légion. On dit qu'il ne faut pas donner un poisson à un homme, mais plutôt lui apprendre à en attraper un. Mais au lac Victoria, le problème est d'apprendre aux gens à pêcher moins. C'est ainsi que s'achève cette édition. Rendez-vous dans 2h30 pour un nouveau journal. Excellente suite de programme sur CCTV français.